enfants. Donc, quand ils arrivent en première année, ils ont au moins le français fonctionnel. Si j'ai compris ce que José m'a dit, ce n'est pas le cas au Manitoba. Et c'est fort dommage parce que l'école ne peut pas rendre un enfant francophone. Elle peut aider, mais si la famille n'est pas là, s'il n'y a pas eu une préparation préalable, ça va être très difficile pour l'enfant. En fait, ça peut être un échec, parce que l'enfant vient de changer de monde. Tout avait lieu en anglais et peut-être dans une autre langue maternelle à la maison, mais le pied à l'école francophone, il ne comprend plus rien. Et c'est tout à fait normal. Mettez-vous à sa place. Les familles l'inscrivent à l'école francophone pour une raison, c'est leur raison, mais l'enfant ne voit pas ça. Ce qu'il voit, c'est un échec constant. Personne n'aime être en situation d'échec. On va y revenir tantôt. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis aussi auteur, je fais du matériel didactique, des ouvrages de référence, des romans jeunesse. Les romans jeunesse sont basés en Colombie-Britannique. Ce sont les premiers romans français en Colombie-Britannique pour enfants, parce qu'il n'y en avait pas. Ça peut intéresser les enfants. Je suis traductrice agréée. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que j'ai adapté la ressource Grandir et un site web pour les élèves de 6e et 8e année, le Chef Titane. Le site web, c'est sur l'alimentation, la saine alimentation, puis ça exploite l'intérêt des jeunes enfants, des élèves de 6 à 8e année pour jouer avec des jeux vidéo. C'est un jeu comme ça. La ressource Grandir, dont vous pouvez obtenir des fiches gratuitement, c'est ceci, que les éducatrices connaissent probablement. Oui. Bon, c'est moi qui ai fait ça en français, qui ai fait la traduction. Et c'est pas, j'ai pas fait ça toute seule. Les 5 provinces du Nord et de l'Ouest ont travaillé là-dessus. OK. Et l'atelier que vous allez voir aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion d'environ 20 ans, et particulièrement depuis 2007, d'un partenariat avec la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. C'est eux qui m'ont payé pour que je puisse continuer à réfléchir, à donner des ateliers comme celui que je vais vous donner aujourd'hui. Et ils m'ont beaucoup appuyé. Ça nous a donné aussi un site web unique au Canada, entièrement consacré au bilinguisme des jeunes enfants, en anglais et en français. On va y revenir dans la présentation plus tard. Tout le monde me comprend? Oui. Comprend mon accent? Oui. Okay. Je parle assez fort? Oui. Parfait. Vous allez comprendre rapidement que ma philosophie, c'est que pour l'enfant, ce qui compte, c'est pas de parler le français un jour, mais c'est de parler maintenant, le vivre maintenant, tout de suite, puis tous les jours. Et ça, c'est très important. Plus l'enfant est jeune, plus ça doit être tous les jours. C'est l'effet de répétition. Oups! J'ai abouti à la toute fin de ma présentation, désolée. Bon. De quoi on va parler aujourd'hui? Les caractéristiques du développement langagier bilingue, les questions fréquentes sur le jeune enfant bilingue, comment on peut appuyer le développement langagier bilingue, et puis des ressources, des conseils pratiques. C'est quoi le développement langagier? Ben, c'est la période pendant laquelle les enfants apprennent le langage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donnez-moi une seconde que je consulte les notes. Ils apprennent littéralement à parler. Ils apprennent les sons, ils apprennent les mots. Ils se rendent compte que le mot lolo, ça veut dire quelque chose, que le mot milk, ça veut dire quelque chose. Tout ça, là, ça arrive en même temps. Les intonations. Arrête! Arrête! Puis les concepts. Le moi. Hein? Moi, va au centre créatif. Je vais au centre créatif. Donc, il y a toute une évolution. Ça, ce sont les concepts. Dire non, ça, ils l'apprennent vite. Poser des questions. Ça fait tout partie du développement langagier. Parce que l'enfant, lui, son point de départ, c'est les sons. Nous, comme adultes, on le sait. Mais l'enfant, il part des sons. Le développement langagier, c'est une période qui est traditionnellement définie de la naissance à 7 ans par les linguistes. Ça, c'est des gens comme moi. Les administrateurs scolaires préfèrent dire de la naissance à 6 ans, mais c'est des raisons administratives. 6 ans correspondant à l'entrée en première année. Mais jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant est encore en train de se développer sur le plan langagier. Vous vous rappelez du tableau de José là, avec les belles lignes? Là?
Oui. La ligne linguistique, elle serait de 0 à 7 ans, très très haut sur ce tableau-là. D'ailleurs, si on avait eu du temps, je lui aurais dit d'ajouter ça à son tableau, mais en tout cas. Et puis, ça, c'est valable pour tous les enfants. Unilingue, bilingue, trilingue, c'est valable pour tous les enfants. Le développement langagier bilingue se déroule de la naissance à 7 ans. Et désormais, on pense que ça commence même pendant la grossesse, dès la 34e semaine de grossesse. Donc, le développement langagier, tout le monde passe par là. En quoi celui d'un enfant bilingue est particulier? Est-ce que je vous empêche de voir? Non. Bien, ils apprennent à parler, mais en 2 langues, en même temps. C'est ça qui se passe. C'est pas du tout pareil. Oui? J'ai une question. Quand vous avez parlé du développement langagier de l'enfant commence dans la grossesse, on va y revenir plus tard dans la présentation. On va en reparler. Merci. On va voir un tableau. Merci. Madame voulait avoir un peu plus d'informations sur le développement langagier durant la grossesse. On va y revenir plus tard. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les enfants apprennent à parler 2 langues en même temps dès la naissance ou en très bas âge, disons avant 3 ans, puis que l'une de ces 2 langues est pratiquement toujours minoritaire dans le monde entier. En passant, le bilinguisme, c'est pas anormal, c'est la norme à l'extérieur de l'Amérique du Nord, puis à l'extérieur de la Chine, c'est la norme. Mais les langues n'ont pas le même statut, généralement, peu importe le pays ou la société. Donc, il y en a toujours une qui est minoritaire, il y en a toujours une qui est majoritaire. Et ce que les gens comme moi vont essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il faut renforcer la langue minoritaire, parce que tout le milieu renforce la langue majoritaire. C'est un principe assez facile, hein? OK? Le fait que la langue soit minoritaire, que la deuxième langue ou la première langue soit minoritaire, ça a une grande influence sur l'apprentissage parce qu'il y a nécessairement une exposition différente. Et ça, c'est proportionnellement, ça va se refléter dans le degré d'aisance, dans le degré de maîtrise, dans la bonne volonté d'un enfant de parler la langue minoritaire. Moins il va être exposé, plus ça va être difficile, plus ça va être weird. Les enfants n'aiment pas ça. À l'âge de 3 ans, là, ils disent que « Maman, you're weird. Tu parles pas comme tout le monde, toi. Ça vient de là. » On va trouver des méthodes pour contrer ça. Alors, il y a d'autres particularités au développement langagier bilingue. Donc, contrairement aux jeunes enfants unilingues, ce qui arrive dans le cerveau d'un jeune enfant bilingue, c'est qu'il apprend 2 systèmes phonétiques, 2 systèmes de sons, 2 séries de vocabulaire, 2 systèmes grammaticaux et syntaxiques. On va revenir là-dessus. 2 systèmes de sons, ça veut dire, dans notre cas, je vais toujours parler du français et de l'anglais. Je m'excuse auprès des gens qui ont une 3e ou une 4e langue ou qui parlent d'autres langues. La présentation va toujours utiliser des exemples à propos du français et de l'anglais. D'accord? Vous entendez bilingue, transposez ça à votre situation si vous le désirez, ou même trilingue. Qu'est-ce que ça veut dire, 2 systèmes phonétiques? Les 36 sons du français, les 44 sons de l'anglais, en même temps. Le vocabulaire, chien, dog, table, table. Dans le cerveau, là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un lien. L'image de la table est là. Il y a 2 mots, 2 prononciations qui vont être associées à l'image mentale. C'est ça qui se passe dans la tête du jeune. Et puis 2 systèmes grammaticaux et syntaxiques. Did you, blablabla, as-tu, blablabla. En d'autres termes, puisque l'image vaut 1000 mots, voilà ce qui se passe. OK? Dans notre milieu, j'entends par là à l'ouest de l'Ontario, les enfants sont très souvent des bilingues précoces. Et l'incidence des couples mixtes, je ne sais pas, je ne connais pas les statistiques pour le Manitoba. En Colombie-Britannique, c'est à peu près 90% des couples qui sont mixtes, ou bilingues, ou interculturels, ou interlingues, appelez ça comme vous voulez. Puis il y a toujours un conjoint qui ne parle pas français. C'est presque la norme. Donc, ma présentation est beaucoup axée sur cette dynamique-là. Qu'est-ce que ça veut dire, les bilingues précoces? Il y en a 2 types. Il y a le bilingue précoce simultané, ça c'est 2 langues dès la naissance. Puis le bilingue précoce consécutif ou successif,
à cause de l'anglais successif de l'anglisme. Bon, ça, c'est une deuxième langue, mais après l'acquisition partielle d'une première langue en bas âge. Scénario typique, le nouvel arrivant, l'enfant a 2 ou 3 ans. Ça, c'est le deuxième type de bilinguisme, à moins que l'enfant soit déjà bilingue dans d'autres langues que celles que les langues officielles du Canada, on s'entend. Les deux produisent un bilinguisme assez fort. On appelle ça du bilinguisme additif. Il n'y a rien de mauvais à ni l'un ni l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En fait, ils sont tous les deux idéaux. Tant que ça arrive avant l'âge de 7 ans, you're in business. C'est vraiment, vraiment, vraiment optimal comme développement langagier. Maintenant, si le développement langagier bilingue, si la deuxième langue arrive vers l'âge de 6 ou 7 ans, à la fin de la période où un enfant est en phase d'apprentissage, on appelle ça un bilingue tardif. C'est pour ça que je vous ai posé la question tantôt. Qui sont les gens ici qui sont devenus bilingues avant l'âge de 7 ans? Vous êtes tous des bilingues précoces, une des deux catégories ici. Ceux qui sont devenus bilingues après l'âge de 7 ans, et de 7 à 17 ans, c'est assez particulier, on va y revenir aussi, vous êtes des bilingues tardifs. Si vous êtes devenu bilingue après l'âge de 17 ans, comme moi, je suis devenue bilingue à 30 ans quand j'ai atterri à Toronto, vous êtes définitivement un bilingue tardif. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste que ce sont des degrés différents. Ce qui arrive, c'est que quand on est un bilingue tardif, comme on a déjà acquis un langage, on transpose nos connaissances à la deuxième langue. On n'a plus besoin d'apprendre qu'il y a des mots, il y a une façon de poser des questions, il y a un verbe, il y a un temps futur, il y a un temps passé. On le sait déjà. On veut juste savoir comment on dit ça dans notre langue. On n'a pas besoin de l'apprendre. Ça va? Parce que je vous garoche un petit peu, là, parce qu'on a manqué de temps. J'ai besoin de mon heure pour faire l'atelier. Alors, j'ai une question sur le... Pourriez-vous parler plus fort? J'ai une question. Pensez-vous que le bilinguisme empêche le développement langagier des enfants? Par exemple, si l'enfant est parlé que français, peut-être que son développement langagier va être plus vite que d'associer l'anglais et le français pour que l'enfant parle vite. Est-ce que vous pensez que ça peut être... C'est une théorie qui est très fréquente. Malheureusement, tous les chercheurs sont unanimes. 2 langues dès la naissance, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'attend pas qu'une langue soit plus forte que l'autre. Parce que ma soeur a eu son enfant en URSS. Oui. L'enfant parlait russe. Oui. Mais quand il est arrivé en Afrique, j'étais encore en Afrique, l'enfant avait la difficulté. C'est comme si l'enfant avait comme un choc ou quelque chose comme ça. Ça a pris du temps que l'enfant puisse s'adapter. Au moins 3 mois. Au moins 3 mois de retrait, peut-être plus. Quelque chose comme ça, oui. C'est là où les gens disaient parce qu'il faudra que le cerveau puisse reconnaître et il y aura l'adaptation. Et c'était un peu difficile pour eux. Oui. Je suis ici toute la journée jusqu'à 16h30. On peut s'en reparler plus personnellement si vous avez d'autres interrogations sur cette situation-là en particulier, mais j'en parle un peu plus loin rapidement dans la présentation. À la fin de ma présentation, je vais vous donner l'adresse d'un site web. Des questions comme celle de madame sont là. Moi, là, ce que je vous donne en 1 heure, je pourrais vous le présenter en 6 heures, avec beaucoup plus de détails. Mais c'est dans le site web. Bon, alors là, on se demandait, c'est une question qu'on me pose souvent, puis ça fait un peu le lien avec ce qu'on vient de me poser comme question, c'est est-ce qu'il faut vraiment commencer 2 langues dès la naissance? Ben oui. Ça, c'est unanime. Il n'y a pas les chercheurs qui remettent ça en question. Si vous lisez ou vous vous faites dire le contraire, c'est parce que c'est de la recherche qui date d'avant les années 90. Et je suis très sérieuse. Parce que les premières recherches sur le bilinguisme, ça date des années 20, 30, 40, 50. Et c'était sur des immigrants. Donc, une dynamique de bilinguisme complètement différente. Alors, durant les années 70, ça a commencé à s'améliorer, la recherche sur le bilinguisme. Oui, on a commencé aussi à mettre des petites électrodes sur la tête des gens, puis à mesurer l'électricité pour savoir quel hémisphère du cerveau. Bon, je vous épargne les détails, mais aujourd'hui, que ce soit des linguistes, que ce soit des psychopédagogues, que ce soit des neurologues, on s'entend tous, dès la naissance. Et même tantôt, comme j'avais dit dans l'utérus, on va aussi y revenir. Donc, l'apprentissage est optimal jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Pour certains chercheurs, même jusqu'à l'âge de 4 ans. Ça, c'est à cause de la plasticité du cerveau, qui est un terme technique, mais ça veut dire que le cerveau, il est capable d'en prendre. Encore une fois, rappelez-vous du beau tableau de José avec toutes ces courbes, là. C'est exactement ça dont elle parle.
L'information arrive, c'est le bon moment dans la vie de l'enfant pour que l'information arrive. Son cerveau est capable de le prendre. C'est l'éponge, hein, la fameuse éponge, là. Les enfants sont comme des éponges, c'est ça. Mais maintenant, si c'est après l'âge de 6 ou 7 ans, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de devenir bilingue plus tard. Il y en a beaucoup ici qui le savent très bien personnellement. Bon, alors, et avant, pardon, la courbe optimale du langage. Ça, c'est un tableau qui vient d'une vidéo de The Linguistic Genius of Babies, par une grande chercheure, c'est sur TED Talks, c'est dans le site web. Alors ça, c'est la courbe optimale de l'apprentissage du langage. Vous voyez l'axe vertical ici, la compétence, élevé, faible. L'axe horizontal, de la naissance jusqu'à l'âge de 39 ans. Bon, ben, vous voyez, de la naissance jusqu'à l'âge de 3 à 7 ans, c'est la courbe optimale pour apprendre une langue. Et une deuxième langue aussi. Après, ça commence à descendre. Parce que le cerveau a déjà des patterns. Il y a déjà de l'information. Et après l'âge de 17 ans, c'est la dégringolade totale. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'apprendre une deuxième langue à cet âge-là. C'est juste un peu plus difficile. Bon. Par exemple, ça explique que je suis capable de dire quelque chose en anglais comme « My English is getting gooder and gooder by every day ». Ça, c'était il y a 30 ans. D'accord? Je commençais à devenir bilingue. Aujourd'hui, je ne parle pas comme ça. Mon accent s'est amélioré. Mais on détecte toujours mon accent en anglais. Toujours. Et on le détectera toujours. Donc, les bilingues, les gens qui deviennent bilingues à l'âge adulte conservent généralement leur accent phonétique et ils aiment beaucoup plus avoir l'écrit que l'oral d'habitude. Les gens qui commencent très tôt, c'est l'inverse. Ils n'ont presque pas d'accent, même aucun. Et aussi, nécessairement, ils vont peut-être avoir une langue qui va être plus dominante dans l'écrit selon leur scolarité. Donc là, on y arrive au fameux tableau, madame, de les synapses et tout ça. Bon, c'est une recherche relativement nouvelle. On pense que dès la 34e semaine de grossesse, les synapses du langage se forment. On pourrait même, à la limite, chanter dans une deuxième langue. On pourrait commencer une exposition à une deuxième langue pendant la grossesse. Je ne sais pas si probablement vous avez tous des enfants ici, mais vous savez qu'un bébé, quand il vient au monde, il reconnaît la voix de sa mère. Oui. Parce qu'il l'a entendu pendant toute sa conception et sa gestation. Mais c'est la même chose pour les sons. Alors, la ligne importante ici, la naissance ici, c'est la ligne turquoise. José, son tableau, il commençait ici. Et en fait, la ligne dans le tableau de José, c'était le développement du cerveau, cette ligne-là était plus solide, si vous voulez, à partir de 0. Mais vous voyez qu'il y a une convergence, hein? Peu importe la discipline, il y a comme une convergence par rapport au cerveau du jeune enfant. Bon, on était parti de la question, est-ce qu'il faut exposer un enfant à 2 langues de la naissance? Maintenant, on va la reformuler un peu différemment. Est-ce que les familles bilingues devraient adopter l'approche un parent, une langue? Parce que ça facilite bien des choses pour exposer un enfant à 2 langues dès la naissance. Si on décide d'adopter l'approche un parent, une langue. Un parent anglophone, un parent francophone, 2 langues en même temps, au début. Bien, savez-vous que c'est une pratique qui date du début du siècle dernier, qui a été mise au point par un linguiste français, qui a été mise à l'essai par un autre linguiste français, qui est responsable d'ailleurs de la toute première étude, en 1908, du bilinguisme chez les enfants, c'est son propre fils. Il avait épousé, c'était en Alsace, en France, il avait épousé une dame allemande, alors l'enfant était francophone, germanophone. On ne dit pas almanophone, on dit germanophone, même en français. Et c'est une pratique qui a fait ses preuves, qui est très riche parce qu'on offre, si chaque parent parvient à communiquer avec l'enfant dans sa langue maternelle, c'est le modèle le plus riche qui soit, le plus spontané. Ça n'empêche pas qu'une personne d'une deuxième langue puisse aussi communiquer avec l'enfant dans cette autre langue. Mais on parle juste de l'approche d'exposer un enfant à 2 langues dès la naissance. Ça peut être une approche, une exposition quotidienne, vu que chacun des parents a nécessairement presque toujours des interactions avec l'enfant tous les jours. Mais,
Il faut que ce soit ça. Pour plusieurs raisons. Il faut que ce soit une décision du couple. Il faut que ce soit accepté par le conjoint qui ne parle pas l'autre langue, et vice-versa. Puis c'est plus, dans certains milieux, c'est plus difficile à gérer, puis selon la personnalité, c'est aussi plus difficile à gérer. Donc, il faut négocier, puis il faut s'assurer que l'autre conjoint est à l'aise avec ça, si toutefois c'est l'approche que vous décidez d'adopter. Et comment est-ce qu'on pourrait adopter une approche plus souple, par exemple? C'est réservé, dans le cas du français langue minoritaire, ben, si c'est maman qui va conduire le jeune enfant à la garderie, dans la voiture, c'est le moment francophone. Par exemple, on va chanter, on va jouer, on va compter les voitures, on va regarder les couleurs de voitures, n'importe quoi en français. Ça peut être une façon d'exposer l'enfant à la langue maternelle de ce parent-là. Du côté du parent qui ne parle pas l'autre langue, le français, il peut y avoir un sentiment d'exclusion. Quand l'enfant est très jeune, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, tout va bien. C'est généralement contenu dans la famille. C'est facile à gérer les situations. Quand l'enfant grandit, puis que le parent de la langue minoritaire francophone veut commencer à exposer son enfant au français en dehors de la famille, les groupes de jeux, des autres mamans ou les autres amis francophones, mais là, pour le conjoint qui ne parle pas cette langue-là, puis qui est présent, ça peut donner un sentiment d'exclusion. Il y en a qui arrivent très bien à s'en remettre. Il y en a d'autres qui se trouvent ça très, très difficile, tout en étant tout à fait d'accord avec le principe du bilinguisme de leur enfant, puis qu'ils apprennent le français ou l'anglais, mais je veux dire, ils peuvent trouver ça difficile à vivre, de la théorie à la pratique. Donc, il faut négocier. Ça se pourrait que ce conjoint-là s'attende à ce qu'on parle sa langue quand il est là. Puis ça se pourrait aussi qu'il soit capable de pas s'en faire avec le fait qu'il ne comprend pas tout. J'ai vu les deux. Des papas anglophones, il y en a un, on parle français à ses enfants, il veut qu'on parle français à ses enfants, point, c'est tout. L'autre dit qu'il veut qu'on parle français à ses enfants, mais s'il s'approche de nous, il va nous dire, well, why don't you include me? Fait qu'il y a comme une petite schizophrénie entre les deux dans sa tête, à ce sujet-là. Mais il faut le respecter pareil. Parce que si on lui dit non, ben peut-être qu'il va décider qu'après tout, l'école francophone, c'est pas le choix. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des répercussions à ce qu'on fait, puis au choix qu'on pose. Tout va bien? Maintenant, ça nous amène au rôle du parent francophone. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est d'adopter l'habitude de parler français à son enfant, d'obtenir l'appui du parent non francophone. Ça, c'est primordial. Si il y a une schizophrénie comme celle dont j'ai parlé tantôt, l'enfant n'est pas fou. Il le sent très, très bien. Ça donne un climat négatif. Et puis la facilité pour l'enfant, dans nos milieux, c'est d'aller en anglais. Tout le monde est content. Beaucoup plus de gens sont contents que la personne francophone qui veut qu'il parle français. OK. Qui peut être utile, évidemment, pour augmenter l'exposition au français, ça serait de participer à des groupes de jeux, garderies, prématernelles, centres scolaires francophones. Et même si le parent francophone n'a pas adopté l'habitude de parler français à son enfant, pour toutes sortes de raisons, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ça peut être très simple, ça peut être quelques minutes par jour. La situation où le parent francophone est seul avec l'enfant, puis on fait ça, on transforme ça en jeu, on encourage l'enfant, on rend ça quotidien pour développer plusieurs aspects très importants de la dimension affective par rapport au langage et les autres. On va aussi en reparler plus tard. Lire en français aussi, c'est important. Vous pouvez le faire progressivement, c'est pour ça que je disais tantôt une période quotidienne, même juste de quelques minutes, en utilisant les 4 heures. Ça, c'est une approche que j'ai développée. On va en parler encore plus dans le détail plus loin. Tout ça, là, prendre l'habitude de parler français et lire en français à son enfant, c'est très, très, très important. Puis voici pourquoi. Ça valorise le français. Dans l'esprit de l'enfant, ça donne une dimension affective au français, parce qu'il y a une personne importante de sa vie. Les deux parents sont très importants. Une personne importante dans sa vie pour qui le français, c'est important. C'est ça qui se passe dans son petit cerveau. Ça développe l'aisance. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'aisance qui se forme l'oreille? Il les entend, les sons.
Il est capable d'écouter, capable de s'exprimer, parce qu'on chante, on lui demande de répondre. Puis on enrichit le vocabulaire, nécessairement, juste en l'exposant. Et puis si jamais l'enfant était destiné à une éducation préscolaire ou une éducation scolaire en français, bien ça le prépare. Puis il n'atterrit pas comme étant parachuté en pays étranger. L'enfant est déjà compétent. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le niveau d'aisance et de compétence linguistique d'un jeune enfant bilingue, ça va correspondre au degré de son exposition aux deux langues. Plus il est exposé de langue, c'est comme le golf, hein? Plus il est exposé de langue, plus il va être compétent. Moins il est exposé de langue, plus ça va être difficile. Puis on compare souvent les jeunes enfants à des éponges. Vous connaissez très très bien le concept, vous l'avez déjà vu. Mais une éponge, là, ça absorbe seulement ce qu'on lui donne. Seulement ce qu'on choisit de lui donner. Et en fait, il existe un seuil critique pour s'assurer qu'une deuxième langue demeure ancrée dans le cerveau. Le niveau d'exposition, ça correspond à au moins 30% du temps d'exposition. Ça vient d'un chercheur de l'Université McGill. Bon, imaginons qu'un enfant est éveillé 84 heures par semaine. C'est un chiffre théorique, là, parce que quand il est bébé, c'est beaucoup moins que ça, puis quand il est plus vieux, c'est beaucoup plus que ça. Mais disons pour l'exemple, OK? C'est 84 heures par semaine. Bien, 30%, c'est 28 heures par semaine. Vous en connaissez beaucoup des enfants qui passent 28 heures par semaine en français dans nos milieux? Moi, j'en connais pas beaucoup. Pas tant que ça. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Puis quand on parle d'exposition linguistique, c'est tout. Pas nécessairement qu'on parle directement à l'enfant, mais que la télévision joue en français à côté de lui. Que la radio dans la voiture soit en français. Tout ça, c'est de l'exposition linguistique. D'accord? L'interaction avec la voisine en anglais ou en français, selon la langue de cette voisine-là. Tout ça, c'est d'exposition au langage. Plus tard, même l'imprimé, vers l'âge de 2 ou 3 ans, là, surtout si on a lu à un enfant, il comprend que ces dessins-là, ça veut dire quelque chose. Mais s'il lui arrive seulement en anglais, on renforce en cours d'anglais. S'il lui arrive en français, on augmente l'exposition au français. Maintenant, on va regarder ce que ça veut dire, 30% d'exposition au français par semaine, mais de façon visuelle. Le pointillé, c'est l'anglais. Vous voyez le tableau, là? Complètement à gauche, ça, c'est l'enfant unilingue, qui est à 0. Pour lui, c'est juste du pointillé. Un enfant bilingue qui passe 7 heures par semaine, à l'âge de 5 ans, aura accumulé 364 heures d'exposition au français. Vous voyez qu'on commence à avoir un petit peu plus de français. Et ça monte comme ça jusqu'à 28 heures par semaine. J'ai créé ce tableau-là pour une raison bien précise. C'était pas pour les francophones, c'était pour les anglophones. À cause de la maudite question. Oui, OK. Alors, j'expose mon enfant à 2 langues dès la naissance, je renforce le français. Est-ce qu'il va apprendre à parler anglais comme du monde? Bien, tout le milieu renforce l'anglais. Puis même s'il s'en va à l'école francophone, à partir de la 4e année, dans toutes les provinces du pays, l'anglais formel commence. Puis nous, vous savez très bien que nos jeunes francophones, en milieu minoritaire, quand le cours d'anglais commence, ils sont aussi bons que les jeunes anglophones d'habitude. Disons dans 95% des cas. Parce que leur degré d'exposition à l'anglais est beaucoup plus élevé. Vous connaissez le fameux, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un principe, mais l'expression qui dit que l'anglais est facile puis que le français est difficile. Mais c'est pas vrai. Ce qui est facile, c'est la langue à laquelle on est le plus exposé. Je pourrais aussi vous décrire pourquoi, plus particulièrement sur le plan technique, je trouve que le français est plus facile que l'anglais. Ça sera en privé, OK, parce que c'est vraiment une description technique et linguistique. Les sons en anglais, la grammaire de l'anglais, c'est élastique, le français est beaucoup plus analytique, donc c'est des choses... Quand j'ai dit que je faisais peur aux professeurs de français, là, c'était pas de blague. Mais enfin, donc j'ai fait ce tableau-là pour faire comprendre aux parents qui ne parlent pas français, puis qui ont peur que l'exposition au français nuise à l'apprentissage de l'anglais, bien, ça n'arrivera pas. Ou l'enfant a un trouble d'apprentissage. L'enfant a un trouble d'apprentissage, mettez-le pas en situation bilingue. Vous augmentez le défi. S'il y a des orthophonistes qui vous disent, ben oui, mais ça serait important que le petit enfant dyslexique soit bilingue, non.
Non, exposez-le à la langue dont il a besoin pour survivre, pour fonctionner, puis devenir compétent professionnellement. Puis je ne suis pas populaire quand je dis ça. Parce que je connais des familles francophones qui ont été obligées de faire ça, de choisir l'anglais pour leur fils. Puis ils ne sont pas capables de communiquer en français avec lui. Mais le jeune est dyslexique. Il y a des troubles d'apprentissage assez importants. Aujourd'hui, il est pilote d'avion au Yukon. Et pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Ouais. Mais l'enfant est francophone, c'est ça? La famille est francophone. D'accord. Mais à cause de son trouble cognitif et de son trouble d'apprentissage, et comme il vivait en Colombie-Britannique, son milieu. et à cette époque-là, il n'y avait pas de conseil scolaire francophone, il n'y avait pas d'orthophonisme. On parle de, mon Dieu, Alex a 34 ans. On a commencé à avoir l'éducation francophone chez nous, en Colombie-Britannique, je veux dire en 90. C'était beaucoup trop difficile. C'était un fardeau inutile. Donc, en ce qui me concerne, ils ont fait le bon choix, mais ça fait sourciller beaucoup de gens dans le milieu francophone. On ressent ça comme une trahison, mais à mon avis, ça aurait été trahir son enfant que de le forcer à essayer de devenir bilingue avec ce problème-là en particulier. D'accord? Donc, tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, éliminer les enfants qui ont des problèmes de surdité, des gros problèmes d'expression, qui sont muets ou qui ont un implant cochléaire, ça, là, c'est une autre dimension complètement. D'accord? Ça va? Alors, donc, le truc pour nous, parce que premièrement, il est très rare qu'on arrive à ce niveau de 30%. Très, très, très rare. C'est plus dans la fourchette du 21h à 7h par semaine, selon la possibilité que, généralement, la maman passe plus de temps avec le jeune enfant. Si c'est le père qui est francophone, il va avoir moins d'exposition, généralement. Pas parce qu'il ne veut pas, c'est juste la façon dont la vie se déroule. Alors, ce qu'il faut faire, il faut maximiser cette exposition. Alors là, on rentre dans la section, vraiment, vous pensez que c'était technique, ça c'est théorique. Là, on rentre dans la section pratique et les conseils, puis les ressources, puis quoi faire pour maximiser l'exposition au français. Autrement dit, vous l'avez, l'enfant, là, vous êtes éducatrice, vous êtes maman, vous avez 1 heure aujourd'hui pour être en français avec votre enfant. Ce que je vais vous montrer plus tard, c'est comment maximiser, comment tirer le meilleur parti de cette exposition-là, comment l'enrichir, si vous préférez. Des questions? Je me suis trompée. On ne passe pas tout à fait encore à la section des conseils pratiques. On passe au rôle du parent non francophone. Alors, excusez-moi. J'ai réorganisé ma présentation pour vous. Alors, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une attitude positive, même si elle est exprimée dans une langue. Pourquoi? Parce que ça donne à l'enfant un sentiment de sécurité. C'est correct de parler français, même si papa ne parle pas français. Papa est d'accord. Ça lui donne un sentiment de pertinence. C'est assez pertinent pour que papa, anglophone, disons, s'intéresse à ce qu'il fait en français. Tu n'as pas besoin de t'exprimer en français. Hein? Tu peux très bien t'exprimer en anglais ou dans une autre langue. Vous en avez un exemple au 2e point. Un autre exemple au 2e point. Ça renforce dans l'esprit de l'enfant le fait que, même s'il y a quelqu'un dans la famille qui ne parle pas cette langue-là est importante. Ce qui serait idéal, par contre, ça serait d'apprendre le français, bien sûr. Du point de vue de l'enfant, c'est la confirmation ultime de l'importance accordée au français. Ça donne aussi un rôle d'expert au français, à l'enfant, parce que comme ça, il peut enseigner des choses. Ça va vous arriver, ça, si vous envoyez votre enfant à l'école francophone. Et si l'enfant devient expert, ben, ça approfondit ses connaissances du français, ça le sécurise encore plus, et puis ça les ancre encore plus. Il n'y a rien de mieux que de devoir expliquer un concept pour bien le comprendre. Si on ne le comprenait pas avant de l'expliquer, il faut qu'on le comprenne pour l'expliquer. Et quand on l'a expliqué, ça nous reste habituellement. L'autre chose qu'un parent non francophone peut faire sur le plan concret, c'est de lire à l'enfant, même dans une autre langue, parce que ça pour les langues à alphabet latin. OK? Pour les langues à alphabet latin, même si on lit dans une autre langue, ça veut dire que c'est des compétences qu'on peut transposer. C'est ce qu'on appelle la prélecture. Par exemple, un enfant de 3 ans va comprendre qu'un livre a une page couverture, que ça s'ouvre
de droite à gauche, qu'on lit une ligne, de gauche à droite, qu'on descend, puis on repart, comme ça. Il y a une verticalité, et on va jusqu'à la fin du livre. Aussi, l'enfant, plus tard, va comprendre que les caractères, les symboles, les dessins, ça s'appelle des lettres, ça veut dire quelque chose, que leur association forme des mots. La première perception, ça va être probablement une série de dessins, un espace. Ah, ça c'est un mot. Mais tout ça, c'est transposable. Si vous le faites en anglais, en italien, en espagnol, ça va être transposé au français, parce que ce sont des langues à alphabet latin. Par contre, il faut faire attention. Oui, les parents non francophones peuvent participer en lisant, mais si 85% de la lecture se passe en anglais, puis 15% de la lecture en français, bon, c'est un peu trop. Il faudrait que les parents francophones fassent de la lecture aussi, pour équilibrer l'exposition. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand les deux parents sont francophones? Est-ce qu'il y en a ici des familles où les deux parents sont francophones? OK. Bon, je ne sais pas si vous allez m'aimer. Le piège le plus courant, c'est de diminuer le français. Hein? Surtout si vous êtes devenu bilingue à l'âge adulte, vous ne voulez pas que votre enfant ait la même expérience. Donc, vous vous dites, je suis en milieu minoritaire, il a besoin de l'anglais, soit il apprend l'anglais, quand il ira à l'école, il apprendra le français. C'est un piège. En fait, vous privez l'enfant de la meilleure période qui soit, 0 à 7 ans, pour apprendre 2 langues. Ensuite de ça, si vous diminuez le français au profit de l'apprentissage de l'anglais, ben, vous allez renforcer, c'est un cercle vicieux, vous allez renforcer dans l'esprit de l'enfant le fait que l'anglais c'est plus important que le français. Vous allez peut-être même penser que vous devriez lui parler en français. C'est pas une bonne idée. C'est vraiment un piège. Et vous allez rendre un très mauvais service à l'enfant. Deuxième situation très fréquente, et là je me rends compte que ça peut être une vraie variable ici dans la salle, c'est que l'enfant parle français, mais la variété de français ne correspond pas à la norme scolaire. Ça veut dire qu'il arrive à l'école, et mettons qu'il parle créole. C'est français, mais ce n'est pas le français qu'on reconnaît à l'école. Donc c'est encore un apprentissage, il faut encore lui donner la chance de l'exposer au français dont il a besoin pour réussir à l'école, pas renforcer l'anglais. Oui, madame? Vous êtes la seule, il y a juste une personne qui pose des questions. Hein? Oui, parce que quand vous évoluez, et il y a des choses qui viennent à ma pensée, quand vous dites que c'est un piège pour si les parents sont francophones, mais pour les enfants, comme vous avez dit, leur cerveau, c'est comme l'éponge. L'anglais, ça tape comme ça, hein? Même si vous ne le parlez pas à la maison. Oui. Juste dehors. Oui. Quand je suis arrivée ici au Canada, 3 mois seulement, oui. Les enfants parlaient là. Ils avaient quel âge? Qui nous apprenaient? Ils avaient quel âge? Quand ils sont arrivés, le premier avait 7 ans, la deuxième avait 5 ans, la troisième avait 2 ans. Mais je vous assure, 3 mois seulement. Ah, je vois. Ça s'est attrapé comme la grippe. C'est parce que les milieux contribuent. Oui, alors, ce qui arrive, c'est que quand je dis diminuer le français au profit de l'apprentissage de l'anglais, certainement, ils ont besoin de l'anglais. Ça, c'est sûr, ils ont besoin de l'anglais. Mais à la maison, ne diminuez pas le français. Jamais. Voilà. Alors là, vous assurez un équilibre. Parce que si même vous diminuez le français à la maison, c'est la preuve, l'inverse du conjoint non francophone. La preuve ultime que le français, c'est pas important. Même mon papa ou ma maman francophone ne parle pas français. N'oubliez jamais que tout ce dont je vous parle, moi, là, c'est du point de vue de l'enfant. Vraiment, c'est du point de vue de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant refuse de vous répondre en français, par exemple? Les éducatrices doivent voir ça très souvent. Oui. Un enfant n'est pas fou. Même si vous lui avez raconté peut-être l'histoire que vous ne parlez pas anglais, il le sait très bien au bout de quelques années que vous parlez anglais. Vous allez comprendre quand même. C'est l'anglais que tout le monde parle. You're weird. Non. Les enfants ne veulent pas être différents. Et ils vont développer, dans ce cas-là, une espèce de bilinguisme passif. Ils vont tout comprendre ce que vous leur direz en français. Ils vont vous répondre en anglais, parfaitement, pertinent. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une maîtrise de la langue française? Non, c'est parce qu'ils ont découvert que, c'est la loi du moindre effort. Ils sont déjà exposés à plus d'anglais que de français, donc c'est plus facile. Et ils savent très bien que le parent va comprendre quand même. Alors ils poussent, c'est l'indépendance aussi, ils poussent.
Et la loi du moindre effort, c'est qu'on va le comprendre quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'il se forcerait à parler français? De toute façon, c'est plus difficile, le français. Ça n'arrive qu'une ou 2 heures par jour, peut-être, ou par semaine. C'est ça qui se passe dans sa tête. L'inverse, j'ai eu l'inverse avec des amis anglophones à Québec, la ville de Québec, où John me disait, les enfants me répondent en français. Dans une ville, il y avait 0,75% d'anglophones à l'époque. Je disais, John, c'est normal. Mets le pied en dehors de la maison. Tout est en français. Il avait le même problème. Nico ne voulait absolument pas parler anglais. Ça, c'était bizarre, parler anglais pour lui. Bon. Un grand sujet d'inquiétude, les mélanges de langues. C'est beau, ça, l'enfant est bilingue, il est jeune, on l'expose à 2 langues. Puis ce qui sort, c'est comme pas très, très intéressant. Bien, c'est une étape normale du développement langagier bilingue. On est dans la petite enfance, 0 à 7 ans. C'est normal. S'il n'était pas bilingue, il ne pourrait pas les mélanger, les langues. S'il était unilingue, il n'en ferait pas de mélange. Donc, il est en train, lui, de distinguer entre 2 systèmes de son, 2 systèmes de vocabulaire, puis 2 systèmes grammaticaux. C'est ça qu'il est en train de faire. Alors, ça diminue avec l'âge. Plus il avance dans son développement langagier, plus il acquiert du vocabulaire, plus il acquiert son système grammatical se développe, moins il fait de mélange, parce qu'il le sait comment le dire dans l'autre langue. Alors, ça commence généralement par... Mettons qu'on est dans la situation où les 2 parents parlent leur langue maternelle. Très, très vite, on parle français à maman, on parle français à anglais à papa. Même chez moi, les enfants qui viennent nous rendre visite, ils se tournent vers moi, ils parlent français, ils se tournent vers leur père, ils parlent anglais. Ils le savent. Avec mon mari, comme c'est un anglophone qui parle français, c'est très amusant, les enfants attendent. Juste pour savoir dans quelle langue il va leur parler. Or, il s'est fait dire de leur parler français. Pour leur montrer que le bilinguisme, c'est pas juste des francophones qui deviennent bilingues, aussi l'inverse. N'oubliez pas que, vous vous rappelez l'image de la petite fille, là, tout lui arrive en même temps, mais l'enfant, là, il est en train de faire un gros travail d'analyse. D'accord? Tout lui arrive en même temps. La première notion de bilinguisme, de 2 langues différentes, ça passe par les parents généralement. De l'âge de 2 à 3 ans, on comprend vraiment dans le cerveau qu'il y a 2 langues différentes, puis que chien, ça peut vouloir dire dog, puis que dog, ça peut vouloir dire chien. OK? Maman disait d'Ali 16 000, c'est là que ça commence, en général. Oui, madame? Moi, je me demande, je suis en service d'apprentissage, puis comme parent aussi, si on est toujours parle en français ou on reprend la phrase en français, disons si l'enfant s'est exprimé comme franglais, comme on le dit là, puis à quel point est-ce que ça veut dire d'abord qu'on les laisse mélanger? Moi, je pense à ma plus jeune qui a 7 ans. Là. Alors, elle est à la fin de la courbe, là. Oui. Puis je me dis, est-ce que c'est à ce point-ci où je commence à dire, ben, tu veux dire comme clôture, offense, comme ou est-ce que je vais juste laisser tomber? Parce que je sais que c'est dans sa tête, mais c'est juste d'y penser. Alors, c'est ça que je me demande, même quand ils sont plus jeunes. Est-ce qu'on reformule leur phrase en français ou est-ce que juste... C'est surtout qu'on parle de la francisation et tout ça, puis on veut... Non, mais c'est ça qu'on se fait dire. Ce qui est important, c'est... d'ailleurs, il y a des diapositives plus loin qui en parlent, justement, il faut faire de ça. Non, mais vous n'adoptez pas une approche corrective. Surtout si l'erreur est comme si ça vient du français. Okay? Premièrement, un enfant, ça apprend un mot... Il retient le mot dans la première langue où il l'a appris. S'il joue avec papa, puis papa est anglophone, ça va être troc. Ça ne sera pas camion. D'accord? Mais il va apprendre plus tard, surtout si on fait l'effort de dire, ben ça, c'est en anglais. En français, on dit camion. Papa dit troc. Avec maman, tu dis camion. Si vous faites cet effort-là, là, vous développez son vocabulaire. Parce que les 3/4 du temps, quand un enfant mélange les 2 langues, c'est qu'il ne sait pas comment le dire dans l'autre langue. Et si, disons, sont à un point où, disons, la plus jeune, puis même mon autre, qui sont à 7 à 10 ans, tu sais qu'elles savent le vocabulaire, parce que les autres, elles savent, avec maman, c'est le français, avec daddy, c'est anglais. Alors, moi, je me demande juste ma question, juste à ce point-là, là où la courbe commence à descendre, est-ce que
c'est notre rôle aussi comme parents francophones de dire, tu sais, je ne peux pas dire à ma Chloé qui a 7 ans, ben, maman dit camion, Non, daddy non, dit... je suis en préscolaire. moi Alors, aussi. ben, Non. Alors, ce que vous dites, c'est quoi donc le mot français pour ça, Chloé? Peut-être. Oui. Ça marcherait peut-être, Ben vous oui, connaissez je mieux. fais ça, mais je ne vais pas aussi, parce que, tu sais, on voit toujours dans les écoles aussi que parle en français, puis ça devient un aspect négatif aussi, ça devient Absolument. un stress, puis tout ça. Alors moi, je me demande, pour mes enfants, puis pour les gens, tu sais, ceux qui rentrent dans mon centre de ressources ou dans les centres d'apprentissage, comment est-ce qu'on rend ça positif, mais en encourageant le français? C'est ça la grosse question, là, parce que tout le monde, on attend toujours, parle en français. Oui. Ou, Ben, écoutez, moi, je dirais qu'à partir de l'âge de 10 ans, la notion d'indépendance puis d'être individuel est trop importante pour que vous commenciez à y dire ça. Tous les bilingues mélangent les langues. Mais, plus on avance dans notre développement langagier, plus on le fait pour des raisons très particulières. OK? Ça peut être... chez les adolescents, généralement, c'est de la rébellion. C'est l'affirmation de l'indépendance. Exemple, à Toronto, l'enseignant qui arrive du Québec, qui est dans l'école à Toronto, l'école secondaire, passe dans le corridor, les élèves parlent tous anglais. C'est ça. Alors, il se promène, puis il parlait français, puis il se fait répondre des snaps 9 o'clock. Yes, monsieur. Qu'est-ce que t'as? C'est mon espace privé, ça. Puis, je veux dire, il n'y a pas le choix. Donc, ça, c'est de la rébellion. Ça peut être aussi une affirmation culturelle. Bonjour, my name's Annie. Je viens de dire aux gens, je suis capable de parler anglais, mais je suis francophone. Donc, c'est les mélanges de langues, quand on devient adulte, sont généralement des choix, puis sont à des endroits très particuliers. C'est pas du tout quelque chose comme Me va Rec Center, mommy? Comment? Me va Rec Center, maman? Moi, me, va aller Rec Center, centre de loisirs. Où troc, maman? Où troc? Ça, c'est des jeunes enfants qui parlent comme ça. Ils n'ont pas le mot. Et ce que je vous expliquais tantôt, de dire, avec maman, on dit centre de loisirs, c'est ça qu'il faut faire. Pas adopter une approche de, voyons, c'est pas comme ça en français, parle français. Mais qu'est-ce que tu penses de l'approche de reformuler? Oui. Parce que nous autres, on se fait ça, c'est bien aussi. Oui, de ça c'est dire, très, très bien. tu dis- Vous donnez un modèle. Mhm. Au lieu de dire parle français, vous donnez le Oui, modèle. tu Vous parles lui donnez ce français, dont il a puis tu parles besoin. français. C'est ça, c'est l'outil. Oui. Et encore, Non, c'est juste pour appuyer son idée qu'elle a dit que, au lieu que l'éducatrice parle, ça dépend aussi des milieux. Il y a des garderies vraiment qui sont francophones, ils veulent garder la langue française, Mhm. et il y a des parents qui sont exogames, ils veulent que leur enfant apprenne le français, par exemple. L'éducatrice, en voyant l'enfant qui parle en anglais, qu'est-ce que l'éducatrice va dire? Il ne peut pas dire que ne parle en français, qu'est-ce que l'éducatrice fait? Quand l'enfant prononce un mot en anglais, l'éducatrice reformule en français, sans étiqueter l'enfant, sans blâmer l'enfant. L'enfant va le répéter. On avait un enfant qui parlait juste anglais, sa maman était francophone, le père était anglais. Cet enfant, ça l'a pris 6 mois. Il parlait maintenant en français, parce qu'on le reformulait à toute fois. L'enfant se sentait à l'aise. Oui. Et là, avec l'environnement, il a parlé le français maintenant. Puis, vous avez raison. Puis, il y a une chose fondamentale dans le développement du bilinguisme que vous devez retenir, c'est qu'on comprend toujours plus que ce qu'on est capable d'exprimer. D'accord? Donc, dans le cas des enfants, ça s'appelle le vocabulaire réceptif, ce qu'il comprend, puis le vocabulaire expressif. Peut-être qu'il sait que troc, c'est le mot anglais, mais il ne sait pas comment le dire en français. C'est ça. C'est ça l'affaire. Ouais. Vous aviez une question ou non? J'ai Ok. juste fait comme ça. Attention! Par contre, oui, j'ai une question à poser, s'il vous plaît. Ouais. Donc, par exemple, on parle de l'anglais et du français. Donc, on a des familles exogames. Oui. Et donc, on va dire le papa, il est... Vous m'entendez? Oui. Donc, vous avez le papa qui est anglophone, on va dire, et la maman francophone. Je voudrais savoir l'expérience de l'enfant qui voit les parents qui se communiquent en anglais, mais qu'après, une fois qu'ils se dirigent vers eux, là, c'est une autre langue. J'aimerais savoir comment l'enfant perçoit ça. Genre, comment ça se fait que, une fois que vous me parlez, tout le monde change de langue, mais entre vous, là, vous faites l'hypocrite et vous parlez votre langue. Et aussi, j'aimerais savoir si le papa, ou la maman fait français ou anglais, si la personne anglophone fait l'effort de parler le français et que cette personne qui essaie de parler le français communique à l'enfant en français, mais que ça sort grammatiquement
grammaticalement incorrect. incorrect. Comment est-ce que l'enfant maintenant apprend le français correctement si c'est parlé mal? Tu vois ce que je veux dire? Bien, pour ce qui est de la question de présenter un moins bon modèle, parce que c'est notre deuxième langue, moi je dirais que ce que l'enfant va probablement plutôt retenir, c'est que la personne non francophone se donne la peine de parler français, selon l'âge. C'est numéro un. Pour ce que vous me dites par rapport au changement de la transition d'une langue à l'autre selon les personnes ou les milieux, ça c'est tout à fait normal. Pour nos enfants en milieu minoritaire, ils le savent. Ça ne veut pas dire qu'ils l'acceptent, ça ne veut pas dire qu'ils vont se conformer au milieu francophone, mais ils le savent. En fait, ça peut être la norme. Ils mettent le pied à l'école, c'est en français, dans la classe, dans le corridor, c'est en anglais. Dans la même famille, les enfants sont parfaitement francophones avec maman, parfaitement anglophones avec papa. Un jour, maman parle anglais, puis elle se fait dire « Ben voyons, maman, pourquoi tu parles anglais? » Ça, c'est un exemple. Entre eux, au sous-sol, ils se parlent anglais. Et un jour, c'est une famille particulière, trois petits garçons, puis un jour, les deux plus vieux ont réalisé que « Hey, Grégory s'en va en maternelle, il faut qu'on lui parle français pour le préparer. » Donc, vous savez, c'est des choix. C'est ce qu'on appelle la sociolinguistique ou les langues en contact. À quel moment on décide que les deux langues coexistent, ou que ça va être juste dans une langue, dans cette situation-là, ou cet endroit-là, ou cette personne-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, et puis souvent, Oui. comme là, pour reprendre son exemple, donc fence, clôture. Ok, maintenant on a des mots tout simplement qui se font confondre. Ouais. Mais là, j'aimerais savoir si une phrase en entier est s'exprimer en français, mais à sa grammaire en anglais. Vous voyez? Donc c'est complètement faux, quoi. Oui. Ben, l'exemple le pire que j'ai vu, c'était à Thunder Bay. La petite fille avait 7 ans. On les filmait, les enfants du projet de recherche, on les filmait d'une année à l'autre pour pouvoir voir l'évolution. Puis elle disait des choses comme « Ah, mon préféré émission de TV, par exemple. » C'est tout à fait normal. Mais c'est quand elle nous a sorti « Quoi c'est ton maman's nom? » On a tous arrêté de respirer. Parce que ça, c'est le vrai mélange de langue, grammatical, phonétique et vocabulaire. Quand je parlais des mélanges de langue tantôt, puis que je disais qu'on fait des choix, c'est du genre bon, je ne suis pas encore prête, and at the rate I'm going, je vais être en retard. J'ai choisi un endroit très particulier pour changer de langue. Où ça va être, comment c'était au cinéma hier soir? Good. J'ai changé de langue. Mais c'est pas parce que je ne connais pas les deux langues. Parce que c'est ça qui me vient à l'esprit à ce moment-là, et c'est à une charnière particulière de la phrase ou de la situation. Dans certains contextes bilingues où, par exemple, moi je suis franco-dominante en anglais, j'ai beaucoup de copines qui sont anglo-dominantes en français, ben, si vous n'êtes pas bilingue, vous allez avoir de la difficulté à nous suivre. Je sais qu'elle va comprendre. Whatever I pitch to her. Je sais qu'elle va comprendre. Puis elle aussi, c'est l'inverse. Alors, mais si jamais ces deux personnes, une franco-dominante et une anglo-dominante, se trouvaient dans une situation où il n'y a que des anglophones, que des francophones, bien là, on adopte seulement une langue. Et notre conversation n'aura aucun mélange de langue. C'est typique, c'est normal. Cependant, les mélanges de langues qui reproduisent à peu près 2 à 4 % de la production linguistique des adultes, on reçoit une publicité négative inversement proportionnelle habituellement. Mais en tout cas, c'est la dynamique sociale. Ça n'a rien à voir avec bien connaître, mal parler, mal connaître. OK, on y arrive maintenant au fameux conseil pratique. Et combien de temps nous reste-t-il? On a déjà dépassé le temps. Qui a un horaire? Moi, j'ai pas mis de pochette. Hein? À moins quart. Est-ce que vous avez 10 minutes? Oui. On va faire un marathon. OK, les 4 heures. Ah! Vous avez l'habitude des 4 heures pour le recyclage, c'est des 4 heures linguistiques. La routine, le rire, la répétition, puis la réussite. Parce que ça valorise le français ou la langue minoritaire. Qu'est-ce que c'est la routine? Ben, c'est une activité qui revient et qu'on peut prédire. Les enfants aiment la sécurité. Si vous valorisez ça en français, ça donne une plus d'importance au français. C'est sécurisant d'être en français, c'est normal de parler français. Le rire, ben, ça me semble assez évident, c'est que c'est une activité que l'enfant aime. Il ne faut pas que ce soit une corvée.
visionner des DVD, chanter, jouer à la cachette, lire, n'importe quoi, mais que ça se passe en français. Pour qu'ils puissent, ça valorise le français parce qu'on donne une dimension affective. On peut s'amuser en français. C'est le fun, le français. C'est pas juste une corvée où je parle mal. C'est pas un endroit où c'est difficile comme à l'école. Non, 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 là, c'est autre chose, le rire. La répétition, c'est carrément répéter le contenu linguistique. Et la meilleure façon de le faire, c'est les chansons. Et je vais l'expliquer tantôt. La réussite, c'est être encourageant pour donner à l'enfant le sentiment de compétence. Bravo, c'est beau, je suis fière de toi, tu l'as fait en français aujourd'hui. Il faut lui donner un sentiment de compétence. J'ai dit au début de ma présentation, il n'y a pas personne qui aime être en situation d'échec. Personne n'aime ça, pas être compétent. Alors ça, c'est une façon d'aider l'enfant. Vous pouvez faire ça au quotidien avec les chansons. Vous faites des chansons, vous en faites une routine, une par jour. Par activité. Vous en faites un jeu, vous pouvez l'animer, la danser, exagérer la prononciation, dire c'est à ton tour aujourd'hui, aujourd'hui on va la chanter vite, aujourd'hui on va la chanter comme la souris dans notre livre hier soir, ben, comme le gros méchant nounours dans notre livre. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit de répéter. C'est une chanson. C'est idéal. C'est une situation de jeu. Pas important si on fait des fautes de prononciation. Et ça permet de répéter, puis de répéter, puis de répéter, d'en arriver jusqu'au jour où l'enfant la connaît, la chanson. Idéalement, il peut même l'enseigner aux parents non francophones qui ont choisi d'apprendre le français. On est en situation idéale. Ça lui donne un sentiment d'expertise. Bon. J'ai fait une série d'articles sur ça. C'est bon pour l'éducation physique, c'est bon pour l'alimentation, mais les chansons, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme je manque de temps, je vais juste vous dire quelque chose, c'est que vous n'avez pas besoin de matériel dispendieux pour faire ça. J'ai fait une activité dans mon jardin avec 2 enfants. Le tambour, là, ça a vraiment eu de l'effet. On chantait. Le voisinage en entier nous entendait. Exemple de chanson quotidienne pour se laver les mains. Tout le monde connaît London Bridge is Falling Down. Tête, épaule, genou, orteil. Bon, ben ça, c'est une chanson que vous pouvez chanter. En prime, si vous la faites durer 20 secondes, vous allez pouvoir faire savonner les 20 secondes. Alors, bon, vous connaissez l'air. C'est comme ça qu'on se lave les mains, on les savonne. C'est comme ça qu'on se lave les mains, on les rince et on les sèche. Il y en a plein de chansons dans ces 2 cartables-là. Plein de chansons comme ça. Toujours dans ces cartables-là, le matériel existe en anglais et en français. Donc, si vous avez des familles exoganes et que vous voulez travailler une situation, je parle aux éducatrices, bien, vous avez le matériel dans les 2 langues. Alors, le parent qui voudrait la faire en anglais peut le faire en anglais. Vous pouvez enrichir et approfondir les connaissances en utilisant la même chose, mais dans les 2 langues. Et c'est adapté. Encore un autre exemple, pour un niveau plus avancé. Vous connaissez les fiches anglais-français de la Fédération. Vous les connaissez, ces fiches-là? Ce sont des feuillets anglais-français. Possiblement, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui peut tenir là-dessus. Les activités idéales, attendez un petit peu. Où est-ce que je vais en être? Donnez-moi 3 diapositives. Idéalement, une activité va permettre d'écouter, de s'exprimer et d'enrichir le vocabulaire. En même temps ou différemment. Bon. L'écoute, là, c'est pas passif. C'est comme ça que les enfants apprennent à la naissance. Ils compilent les sons. Ils apprennent à distinguer ce qui est du bruit, une porte qui ferme, des sons qui veulent dire quelque chose. Maman, bobo, lolo. Donc, ils compilent les statistiques sonores dans leur cerveau. Il y a 36 sons en français, 44 sons en anglais. Les sons qui ne sont pas importants, qui sont beaucoup moins fréquents, on évacue ça. Pas important. Et puis, l'écoute permet aussi de former l'oreille aux structures. Vous en avez des exemples ici.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'écoute? Si l'enfant entend bain, pain, main, ballon, bateau, balai, il commence à avoir des structures, des patterns pour utiliser un mot de latin, là. Même chose en anglais. Et ça contribue à la concentration. Rappelez-vous de la diapositive de José sur les mathématiques. La caractéristique des jeunes enfants bilingues, c'est la concentration plus élevée parce qu'ils ont été obligés d'analyser. À l'âge de 3 ans, là, ce gros travail d'analyse-là, daddy, maman, mommy, papa, oups, non, c'est 2 langues différentes. La concentration, il aura fallu de la concentration pour y arriver. Et aussi, ils ont un esprit plus ouvert à des façons différentes de communiquer. Ils ont 2 modèles. Et les mathématiques, l'exemple de José, ben, c'est un langage aussi. J'aurais aimé pouvoir intervenir avec José, mais en tout cas. L'expression orale, pourquoi c'est important, puis pourquoi l'exemple des chansons est important, c'est parce que ça prend 35 minutes de parler. Vous ne saviez pas? Quand on parle, l'air sort des poumons, il monte dans la trachée, passe par le pharynx, il fait vibrer les cordes vocales ou pas, il s'en vient dans la bouche, il pourrait passer par le nez ou pas, et vous placez votre langue, puis vous placez vos lèvres. Ça prend 37 muscles pour faire ça. J'ai dit tantôt, c'est comme le golf. Moins vous pratiquez, moins vous êtes bon. Plus vous pratiquez, plus vous êtes bon. Ben, c'est la même chose avec les sons. C'est pour ça que les adultes anglophones, par exemple, qui parlent français, vont dire bonjour. Parce qu'ils ont perdu cette habilité-là. Et en français, il y a des sons assez particuliers, comme le U n'appartient qu'au français. Les voyelles nasales n'appartiennent qu'au français. S'ils ne pratiquent pas, ça va sonner d'une autre façon. Et le fameux R, c'est ridicule, mais c'est la consonne la plus fréquente en français, et la façon de placer les muscles est exactement inverse dans les 2 langues. En français, le bout de la langue est placé au bas, appuyé sur les dents. En anglais, le dos de la langue est envoyé par en arrière. C'est exactement inverse. C'est pour ça que c'est important de s'assurer que les enfants aient aussi la chance de parler la langue minoritaire. Bon. Pour ce qui est de vocabulaire, j'ai dit tantôt, j'en ai parlé du contenu de la diapositive. Alors, on va passer au site web bilingue dont je vous ai parlé. Pratiquement toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui, puis peut-être les autres qui vont vous venir à l'esprit plus tard, les réponses se trouvent dans ce site-là, qui est en anglais et en français. Je suis ici jusqu'à 16h30. Si vous voulez me parler durant la journée, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou à vos situations personnelles. Mais je vous recommande